Bonjour à tous et bienvenue dans l'Amphi Lamartine. Nous sommes ici réunis donc, dans cet amphithéâtre qui porte bien son nom puisqu'il va être question à la fois de Renaissance et de Révolution. C'est dans le titre de l'ouvrage d'Olivier Bessy dont il sera question tout à l'heure. Je vais vous présenter nos intervenants pour parler aujourd'hui du domaine particulier de la Renaissance par le sport. Nous avons ici 3 sportifs émérites que je vais vous présenter, puisqu'il y a un public assez varié ici. Nous avons Jocelyne Poli, pardon, je ne vais pas m'éloigner du micro. Jocelyne Poli au milieu. Jocelyne, tu peux peut-être lever la main. Jocelyne Poli, qui est paloise, professeure de PS, mais qui est essentiellement renommée par ici pour ses exploits en ultra-trail, puisqu'elle a notamment remporté la Diagonale des Fous en 2018. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la Diagonale des Fous, beaucoup connaissent. La Diagonale des Fous est un ultra-trail qui se court sur l'île de la Réunion. C'est pas moins de 160 km de long pour 10 000 mètres de dénivelé. Elle a aussi par 2 fois fait deuxième sur l'ultra-trail du Tor des Géants en Italie. Donc là, pour le coup, c'était 330 km de long pour 27 000 mètres de dénivelé. On l'a aussi retrouvé en équipe de France de trail. Enfin, voilà, son parcours en ultra est admirable et elle nous expliquera un petit peu comment il est venu, pourquoi. Nous resterons dans l'ultra trail avec Fanny Barbara. Fanny Barbara qui nous vient du département voisin de Bigorre, qui, elle, pour le coup, a un parcours très singulier. Alors, elle est infirmière de métier, mais il y a une dizaine d'années, Fanny a été victime d'un cancer du sein. Elle a dû se faire... excusez-moi, je suis troublée. Un cancer du poumon. Et elle a dû se faire enlever un poumon, justement. Et suite à cette opération, petit à petit, elle s'est mise à la course à pied, contre toute attente. Enfin, c'est très paradoxalement, et au point de venir faire des courses de longue distance, d'ultra longue distance. Et cette année, 10 ans après avoir donc perdu un poumon, elle a participé et à l'UTMB et à la Diagonale des Fous, qu'elle a terminé toutes les deux. Enfin, Ahmed Andalousi, que vous connaissez probablement, comme en témoignent vos applaudissements. Ahmed, qui, il y a un petit peu plus d'1 an, à ce Palais Beaumont, était le porteur de flammes et a allumé la vasque olympique lors de son passage à Pau. Donc c'était en mai 2024, je crois. Ahmed Andalousi, qui à l'âge de 20 ans a subi un accident de voiture et a perdu l'usage de ses 2 jambes et qui a connu un parcours admirable dans le sport suite à cela. Son objectif était d'atteindre un jour les Jeux paralympiques. Il a tenté en basket, où il avait atteint le haut niveau, en escrime aussi. Et puis c'est finalement dans le paratriathlon, dans lequel il a débuté une dizaine d'années, qu'il a atteint les Jeux, puisqu'il a participé aux Jeux de Tokyo en 2020. Et aujourd'hui, sa carrière sportive n'est pas tout à fait terminée, mais il s'est lancé dans une carrière professionnelle de coach sportif. Voilà. Voilà pour nos 3 sportifs. Alors, il est sportif également, il a été marathonien, trailer, mais c'est Olivier Bessy que je vous présente maintenant. Olivier Bessy, grâce à qui nous sommes là aujourd'hui, donc, puisque... il a beaucoup réfléchi et écrit sur l'évolution de la course à pied sur les dernières années, l'évolution de la course à pied comme un miroir de notre société française. Olivier Bessy, qui est donc un chercheur universitaire, sociologue du sport et du tourisme, spécialisé dans le domaine de la course à pied, donc professeur émérite à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, chercheur au laboratoire Transition environnementale et énergétique. Il mène donc des travaux sur la transition et l'innovation appliquée au domaine sportif et touristique. Et donc il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels 2 sont consacrés, je le disais, à l'évolution de la course à pied dans notre société française. Et il va essentiellement s'appuyer aujourd'hui sur le 2e ouvrage qu'il a publié tout récemment. Tu peux nous le montrer peut-être, Olivier, Courir sans limite.
La révolution de l'ultra-trail, 1990-2025, paru aux éditions Outdoor. Alors, Olivier Bessy, première question justement qui t'est destinée. Est-ce que tu peux nous dire comment tu appréhendes la renaissance par l'ultra-trail dans ce livre et nous faire part de témoignages de personnes que tu as interviewées à ce sujet? Déjà, peut-être avant, te remercier Anne, pour Anne Pouchant, République des Pyrénées Service des Sports, s'il vous plaît, et remercier vraiment du fond du cœur Fanny, Jocelyne et Ahmed d'être avec moi aujourd'hui. J'ai voulu quelque chose de moins académique qu'à l'accoutumée. J'ai voulu ouvrir en faisant venir d'autres personnes que des universitaires. Ça me ressemble. Merci à toutes et à tous d'être là. Ça me fait chaud au cœur aussi. Et donc, le timing, c'est pour savoir quelle sauce vous allez à manger. On va d'abord un peu vous présenter comment j'aborde le terme, la problématique de la renaissance dans mon ouvrage. Puis après, Anne nous posera 3 questions auxquelles chacune des personnes-là essaieront de répondre. Et on finira par un temps de questions-réponses avec la salle. Voilà. Donc, l'ouvrage dont vous parlez, Anne, c'est celui-ci, où j'aborde l'évolution, finalement, de l'ultra-trail en miroir de notre société, dans une quête de l'extrême, une quête de la performance, mais aussi cette problématique de la renaissance. Quand j'ai vu le thème des idées mènent le monde renaître, je me suis dit, il y a une convergence entre ce que j'ai cherché à expliquer, à analyser dans l'ultra-trail et la thématique des idées mènent le monde. Et je me suis dit, c'est vraiment intéressant de faire quelque chose sur ce sujet-là. Donc, différentes formes de renaissance, bien entendu, qui vont être abordées par les différentes personnes, parce que chacun a sa propre trajectoire de renaissance. Ça peut être... excusez-moi, j'étais un peu vite là, peut-être, quand même, non? Il faut que je revienne en arrière. Voilà, hop, hop, et hop. Voilà, ça peut être une renaissance physique, après un gros traumatisme. Ah, mais pourquoi ça ne reste pas? Une renaissance physique, vous voyez très bien de quoi il s'agit, une renaissance mentale, suite à des problèmes psychologiques, dépression, perte d'emploi, chômage, mais aussi une forme de renaissance sociale, parce qu'on a un peu son image de soi qui peut être dégradée par différents problèmes. Donc ces 3-là, formes de renaissance, peuvent s'enchevêtrer. Une peut être dominante, mais souvent les 3 se retrouvent ensemble. Bien entendu, cette problématique de la Renaissance, il faut la resituer par rapport à un contexte sociétal qui est extrêmement propice dans la mesure où les excès de notre société hyper moderne génèrent beaucoup de désarroi identitaire. On a parfois du mal à se construire sa propre identité. Avant, elle était un peu associée à une trajectoire sociale qui était prédéterminée. Aujourd'hui, chacun doit assumer la construction de sa propre identité. Il y a aussi des formes de vulnérabilité personnelle par rapport à l'image de soi, dans une société qui n'est pas facile, où faire sa place n'est pas évident, où il y a beaucoup de messages qui s'entrecroisent. Et puis, on est dans une société où la quête de sens devient de plus en plus forte et où on doit donner un sens à sa propre trajectoire, à sa propre vie. Donc, il me semble que c'était bien de replacer ça très rapidement avant d'arriver donc à la renaissance par le sport. Décidément, il est sensible. Très rapidement, le sport en général, on va traiter de l'ultra-trail, mais pour vous dire que quand même, le sport en général est depuis très longtemps convoqué dans la littérature sur ses bienfaits sur la santé physique, mentale et sociale. J'insiste bien sur ces 3 aspects de la santé, ce n'est pas uniquement physique. Pourquoi? Parce qu'il permettrait diverses formes de renaissance face aux affres de la vie, maladie, deuil, séparation, chômage. Pourquoi? Parce qu'il engage dans une interaction permanente et très intimiste le corps et l'esprit. Là, on est vraiment loin du dualisme cartésien, et c'est ça qui fait la force de l'engagement sportif. Dans l'ultra-trail, voilà, pourquoi il y a une renaissance qui va être vraiment privilégiée par l'engagement dans l'ultra-trail? Parce que c'est une épreuve qui est souvent pensée ou qualifiée d'impossible. Donc on se lance dans quelque chose d'impossible pour se prouver quelque chose. L'ultra-trail, c'est aussi un espace-temps qui est hautement symbolique, on va le voir, et c'est aussi... Parfois, ça peut être une pratique ordalique, au sens où, dans les pratiques ordaliques, les chevaliers d'autrefois jouaient avec la mort pour donner plus de sens à leur vie. Et on va retrouver ça aussi de manière peut-être plus symbolique dans l'ultra-trail. Alors, pourquoi c'est une épreuve impossible? 175 km, 10 000 mètres de dénivelé pour le 100 miles classique, et plus, hein, on l'a vu.
espace investi avec des lieux très exotiques, une nature très sauvage, bien entendu. Dans le rapport au temps, c'est des épreuves qui durent entre 20 et 60, plus de 60 heures pour certains coureurs. Dans l'engagement de soi qui est nécessaire pour aller au bout, mise à l'épreuve de ses limites, et dans les imaginaires qui sont mobilisés. L'imaginaire de l'extrême, de l'inaccessible, de la performance, de la quête identitaire, de l'aventure. C'est aussi un espace-temps hautement symbolique parce qu'on y construit sa propre identité, lorsque notamment cette identité peut être défaite par nos différentes épreuves que l'on traverse. C'est aussi un espace de valorisation de soi avec beaucoup de bénéfices symboliques lorsqu'on réussit à être finisher d'un ultra-trail. Et quelque part, et en plus, la métaphore est très jolie parce qu'on va sur des chemins, c'est tracer un nouveau chemin d'existence. Et enfin, une pratique ordalique, parce qu'on explore ses limites aux confins d'une mort symbolique, ce que je vous disais, flirter avec la mort pour donner plus de sens à sa vie et se sentir renaître, sortir d'un tunnel dans lequel on se trouve pour X raisons, se transcender et revoir la lumière, une forme de résilience, de renaissance. Juste deux verbatim d'interviews que j'ai pu faire parmi les personnes que j'ai interviewées et qui sont dans mon ouvrage. Et après, on rentrera sur les questions. Christophe, 52 ans, restaurateur à Cannes, me témoigne à l'arrivée des Gonades des Fous. Je suis venu ici faire les Gonades des Fous pour exorciser l'immense peine que je porte en moi. J'ai perdu mon frère l'an passé d'un cancer du côlon. Je n'arrivais pas à rebondir, alors j'ai décidé de m'aligner au départ de cette course afin de me sentir vivant et renaître en la terminant. J'ai le sentiment de retrouver ainsi un chemin d'existence. Donc vous voyez bien là qu'on retrouve des termes que j'ai utilisés. Karine, 55 ans, originaire de la banlieue parisienne, à l'arrivée de l'UTMB. J'ai décidé de me mettre à l'ultra-trail après mon cancer du sein, car j'avais survécu et j'ai souhaité sentir la vie battre encore plus fort dans mon corps. La vie battre encore plus fort dans mon corps, je trouve les termes particulièrement bien choisis. Quand tu échappes à la mort, tu sens en toi un potentiel énorme que tu as envie d'exprimer en faisant quelque chose qui sort de l'ordinaire. Tu as envie de déplacer les montagnes, car tu as en toi une force vitale, c'est comme une renaissance. Et voilà, on reviendra sur cet aspect-là plus tard. On va enchaîner sur les questions. Donc je vais revenir, tu peux y aller, Anne. Je vais revenir à la question numéro 1. Je vais remonter le PowerPoint. Vas-y, tu peux enchaîner sur la première question. Oui, alors je pense qu'on peut enchaîner avec Fanny Barbara. J'imagine que tout ça fait écho à ton expérience. Est-ce que tu te retrouves, toi, dans cette analyse, dans cette reconstruction, cette renaissance? En quoi est-ce que le sport et l'ultra-trail est synonyme de renaissance pour toi? Oui, moi je me retrouve parfaitement donc, dans un petit peu la présentation qu'a fait Olivier, avec aussi la sémantique et les trois aspects, que ce soit l'aspect psychologique, la renaissance physique et sociale. Puisque, donc, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, moi, tu l'expliques au public. Mon début avec la course à pied, alors j'étais enfant, je n'aimais pas du tout courir. J'avais même horreur de ça. J'aimais pas cet effort. Et puis, comme quoi, ne jamais dire jamais. J'ai été frappée donc par un cancer à l'âge de 23 ans, un cancer rare du poumon qui m'a donc valu l'ablation de mon poumon gauche. Suite à ça, j'ai commencé par de la kiné respiratoire pour me réhabiliter. Et puis le kiné qui me suivait s'est rendu compte qu'il était en train de me perdre avec ses exercices un petit peu bateaux, de me faire souffler dans une bouteille. Voilà, c'était assez barbant pour moi. Donc il m'a conseillé d'aller marcher. Sauf que comme j'habite à Bagnères de Bigorre, et à l'époque j'habitais même à l'Espone, donc le plat n'existe pas. Donc je suis partie marcher, inévitablement ça a démarré avec du dénivelé. Alors au début c'était vraiment quelques centaines de mètres et je revenais en marchant aussi, la descente étant plus facile. Et donc c'est vrai que très vite j'ai pu toucher du doigt même avec cette simple marche les bienfaits qu'on peut tirer de ce que j'appelais déjà à ce moment-là un effort. Puisque je sortais de ma condition de malade, d'être dans l'incapacité, l'impossibilité, et je retrouvais une oxygénation du corps, mais aussi de l'esprit. Et j'ai pu prendre conscience aussi de choses auxquelles j'étais pas du tout sensible jusque-là.
C'est-à-dire me réjouir d'un rayon de soleil ou d'un nuage qui passe, en fait me reconnecter un petit peu à l'environnement qui m'entourait, auquel je prêtais pas attention. D'accord, ça c'est effectivement te reconnecter au monde et reprendre possession de tes moyens corporels, mais il y a encore une différence entre faire de la rééducation physique et aller courir la même année deux ultra-trails, l'UTMB et la Diagonale. Donc qu'est-ce qui t'a poussé ensuite à te lancer dans l'ultra ? Je pense que, alors effectivement, il y a un monde entre les deux, mais au final, pas tant que ça, puisque je suis la même personne, j'ai les mêmes capacités que ce que j'avais à ce moment-là. C'est simplement que c'est devenu très vite un besoin, alors que ce soit sur l'aspect physique, puisque j'ai retrouvé des capacités au fur et à mesure, à force d'y aller, puisque tout simplement, au départ, ces simples marches, je voulais chaque jour aller un tout petit peu plus loin. C'était ça le premier objectif. Puis ces centaines de mètres se sont transformés en kilomètres, en dizaines de kilomètres, et la marche a laissé place à de la course en redescendant. Et donc là, c'est vrai que j'ai retrouvé, par ce biais-là, une estime de moi-même, retrouvé des capacités physiques, des capacités mentales aussi, de me dire que j'étais capable. Je suis plus dans le champ des possibles que dans tout ce que m'avait pris la maladie. Et peu à peu, j'ai pu commencer à retrouver une vie sociale en intégrant un club de sport. Donc c'est vrai que ça rejoint tout à fait les trois symboles qu'a évoqué Olivier. Et donc tout ça s'est inscrit dans ma routine comme en faisant partie intégrante de mon hygiène de vie, comme mon alimentation, mon sommeil. Et au fur et à mesure des années et de l'entraînement, j'ai pu arriver au bout de 10 ans effectivement à courir 2 épreuves de 100 miles dans la même année, ce qui me semble, c'est vrai, assez fou avec du recul. Je pense que si on m'avait dit ça il y a 10 ans, je n'y aurais absolument pas cru. Mais au final, c'est bel et bien cette activité-là qui m'a permis de franchir un cap et de me sortir de ce que j'ai pu traverser et de tous les bouleversements qu'on peut avoir face à une telle pathologie aussi jeune en plus. D'accord, donc guérir d'une pathologie, c'est aussi quelque part ce qui t'a guidé, Ahmed Andalussi. Donc toi, c'est pas une pathologie, c'est un accident, c'était irréversible. Mais qu'est-ce qui t'a amené à t'accomplir dans le sport après cet accident ? Moi, c'était un peu plus différent. J'ai eu un accident de voiture, comme tu dis, voilà. Et je me suis lancé un défi, moi. Je me suis dit, en n'étant pas sportif, je me suis dit, un jour, j'irai aux Jeux paralympiques, en sachant que j'étais pas sportif. Et je savais que aller aux Jeux, c'était impossible, à la base. Ce qui fait que je me suis mis cet objectif, et j'ai commencé à m'entraîner pour cet objectif. Et cet objectif a arrivé à un moment donné, en m'entraînant dur, je me suis aperçu qu'il était jouable. Et je me suis battu pour aller faire les Jeux paralympiques. Et c'est la reconstruction, je dirais que c'est pas le fait d'aller aux Jeux, c'est toute la reconstruction qu'il y a eu à ce moment-là. Oui, mais si je me souviens bien, pour avoir eu plusieurs échanges avec toi déjà sur le sujet, c'était quand même aussi une façon pour toi de renaître dans le sens où tu étais au fond du seau. Tu sors d'un accident, tu perds l'usage de tes jambes. Est-ce que c'est pas quelque chose qui t'a aidé à te raccrocher à la vie, se fixer des objectifs et en matière sportive comme ça ? Oui, tout à fait. La première chose, c'est que c'était un peu comme toi. J'ai un kiné qui est venu me voir, il m'a fait faire de la kiné. Il a vu que j'en avais marre de la kiné. Il a décidé de m'amener faire du sport. Il m'a fait découvrir plusieurs sports. Et de là, je me suis aperçu que je me suis trouvé une passion dans le sport. Et je me suis dit, mais pourquoi pas aller aux Jeux paralympiques ? Et je me suis ressenti renaître. Je dirais pas que au départ, en faisant du sport, je me faisais du bien. Et je me faisais mal avec le sport. C'est dur ce que je vais dire, mais quand j'ai eu mon accident, j'ai eu des douleurs mais énormes dans mon corps. Mais j'ai vécu avec ces douleurs pendant pas mal de temps. Et j'ai combattu ces douleurs. Et à un moment donné, quand j'ai fait du sport, je suis allé chercher d'autres douleurs. Les mêmes douleurs, mais que je pouvais arrêter quand moi je décidais d'arrêter. Et c'est là que je me suis aperçu que le sport me plaisait, j'allais chercher ces douleurs. C'est bête ce que je veux dire, c'est dur. C'est que j'ai gardé tellement ces douleurs tellement longtemps qu'elles me manquaient à un moment donné. Et je suis allé chercher dans le sport. Et du coup, j'ai continué le sport et j'ai performé pour la suite.
On a une quête de soi aussi que tu évoques quelque part, là, quête de soi à travers le sport. Jocelyne, toi, vas-y, tu peux passer le micro. Est-ce que c'est cette quête de soi qui t'a guidée? Toi, c'est venu sans accident préalable. Tu n'as pas eu d'incident de vie aussi marquant que ceux d'Ahmed? Moi, ça n'a pas été lié à un problème de santé, mais plutôt à un fait de vie, puisque je me suis retrouvée il y a 19 ans à élever toute seule mes 2 enfants, qui à ce moment-là étaient âgés de 3 ans et 9 mois. Donc voilà, seule maman solo avec 2 enfants à temps plein, c'était pas facile. Donc moi qui étais une ancienne sportive, rien à voir avec la course à pied d'ailleurs, parce que je faisais du handball, mais voilà, j'avais quand même ce besoin d'avoir une activité. Et je me suis rendu compte qu'avec 2 enfants en bas âge, une activité classique normée, bien réglementée, c'était pas possible. Donc j'ai fait ce qui m'a paru le plus naturel et le plus classique. En tout cas, moi, ce qui me paraissait le plus simple, c'était mettre une paire de running, sortir de chez moi et puis aller courir. Oui, mais tu ne t'es pas arrêté au footing. Voilà, ce que tu peux peut-être nous expliquer, c'est comment finalement la course à pied a envahi ta vie, puisque... Non, en fait, voilà, c'est devenu comme pour nous tous, je pense, c'était une habitude au début, et puis après c'est devenu un besoin, et certains parleront peut-être d'une addiction, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est devenu très présent dans ma vie. Et donc, je suis passée des petites distances sur route à des très longues distances. Et puis après, on m'a initiée un petit peu au trail. Et toujours pareil, augmenter les distances, augmenter les dénivelés, toujours la quête de me découvrir, en fait, de savoir ce dont j'étais capable, ce que j'avais dedans. Et puis avec en même temps peut-être un vécu qui m'avait fait avoir peut-être une hargne supplémentaire par rapport à d'autres. Donc j'ai toujours voulu aller le plus loin possible. Et c'est vrai que le trail, finalement, on en a discuté. Je pensais que c'était pas une renaissance, mais finalement si, parce que le trail m'a offert une vie totalement chamboulée, différente, m'a ouvert une autre vie avec des moments d'une intensité rare. Enfin, une arrivée de Diag, c'est indescriptible. Porter le drapeau de l'équipe de France, c'est indescriptible aussi. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été recherché, que je n'ai pas recherché, mais ma vie a complètement changé du moment où j'ai réussi à mettre le pied dans cette activité. Merci Jocelyne, merci Barbara, Fanny, et merci Ahmed. Juste pour résumer un petit peu cette première séquence de questions, moi ce que je retiens dans ce que je viens d'entendre, c'est que qu'on le recherche, qu'on le provoque suite à un accident de la vie, à quelque chose qui nous met un petit peu sous l'eau, ou pas. Toi, Jocelyne, c'est venu progressivement. Il y a quand même un processus c'est un processus de construction. C'est une quête qu'on cherche à explorer pour vraiment essayer quelque part de vivre mieux. Sans forcément avoir eu un gros clash, de vivre mieux. Et ma propre trajectoire, moi, j'ai aussi... je suis tombé dans l'ultra-trail en 2000 à La Réunion, où j'ai fait ma première diagonale des fous. Je n'avais pas d'ennui de santé particulier, j'étais bien dans ma vie, mais j'avais envie d'aller toucher, d'explorer un peu mes propres limites, d'aller voir jusqu'où je pouvais aller. Et finalement, comme ça, on tente des choses un peu impossibles. Quand on les réussit, eh bien, on est très fiers en fait, et quelque part ça nous donne vraiment une belle envie de vivre et de relativiser beaucoup de choses, et c'est une forme de renaissance par rapport à tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans son quotidien, même s'ils ne sont pas si graves que ça. Ça permet aussi de les relativiser, et ça permet aussi de rencontrer des gens qui partagent la même passion que vous et qui ont dans les yeux cette petite lueur qui fait briller la vie. Voilà. Merci Olivier. Effectivement, on le retrouve ça aussi dans ton ouvrage, cette notion de quête de soi qui s'associe à finalement la recherche d'un
d'une expérience commune, puisque ça tu l'évoques, le fait que quand on participe à un ultra-trail, certes on se prépare dans son coin, certes on va devoir puiser dans ses ressources personnelles, mais on va aussi chercher du partage avec tous les autres qui vivent ces expériences-là. Alors, on a parlé d'ultra-trail essentiellement, d'ultra-endurance pour Ahmed. Ahmed, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais Ahmed Andalouci a participé en 2018 à l'Ironman d'Hawaï. L'Ironman, c'est une distance XXL du triathlon. Donc on est aussi dans l'ultra. Et alors, pour revenir peut-être un petit peu à l'ultra-trail, est-ce que c'est un chemin de renaissance accessible à tous si on s'en donne les moyens? Disons que toutes les deux, toi tu dis tu as commencé par des footings, Fanny ça a commencé par de la marche rééducative. Finalement, l'ultra-trail c'est marcher, c'est courir, c'est pas quelque chose qui nécessite de la technique particulière. Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible à tous pour se redécouvrir ou entamer un nouveau parcours de vie? Vas-y. Donc oui, moi je pense que moi si j'y suis arrivée, et puis dans les pelotons de trail, on voit tout genre de personnes, anciens sportifs ou pas. Donc je pense que tout le monde peut accéder à cette pratique-là. On parle d'ultra-trail à partir de 80 km. On n'est pas obligé de commencer directement par un 160, ça c'est sûr. Donc c'est vrai que cet ultra-trail me semble accessible à tous, à condition de s'y préparer, autant physiquement que mentalement. C'est vrai qu'on nous dit souvent tu cours en montée. Non, finalement, je ne cours pas en montée. Je vais vite en montée, je cours en descente et sur les plats, et puis c'est un petit peu pour tout le monde pareil. Et puis plus la distance s'allonge, plus on a des temps de marche. Mais il faut quand même se préparer à cette longueur, cette durée d'effort. Donc ça, c'est physiquement, je pense que ça se prépare. Mais ça se prépare aussi mentalement, parce qu'il faut vraiment se préparer au fait qu'on va douter, qu'on va souffrir, que ce soit le premier ou le dernier d'une course. Tout le monde, à sa mesure, a une partie, un moment de souffrance. Et il faut juste, en fait, moi, la seule chose quand on me dit, tu n'aurais pas un conseil, la seule chose moi, que je me dis ou que je dis, c'est qu'il faut tout mettre en œuvre pour arriver au bout, et surtout pour ne rien regretter. Quand on voit la difficulté encore plus présente maintenant pour avoir accès à certaines courses, c'est dommage de se dire j'arrête. Il faut tout mettre en œuvre, mais pour ça il faut se préparer. Il faut vraiment se dire qu'à un moment donné, ça va être dur, et c'est dur pour tout le monde. Donc quand c'est dur pour tout le monde, qu'on y est préparé, on fait le dos rond, et puis après, le seul objectif c'est l'arrivée, c'est passer la ligne d'arrivée. Fanny, je te vois hocher de la tête, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Oui, c'est difficile de ne pas hocher de la tête, évidemment. J'aurais pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que, effectivement, je pense que tout est possible. Et je pense que l'ultra-trail impressionne, fait peur par son côté extrême, par son côté ultra. Là, on parle d'ultra-distance en l'occurrence, donc on n'est peut-être pas les meilleurs exemples de ce côté-là. Mais on a toutes les deux on a tous commencé un jour par quelques kilomètres, et moi je pense humblement en être la preuve que c'est possible. Le faisant avec un poumon en moins, il n'y a rien qui était prédestiné, préécrit, comme quoi j'allais pouvoir courir des événements pareils et vivre les émotions qui vont avec. Donc je pense que ça impressionne, mais la renaissance pour moi, elle ne vient pas forcément de la distance, elle vient du processus. Ce que je retrouve aujourd'hui dans les 100 miles, c'est les mêmes choses que j'ai pu retrouver dans mes quelques centaines de mètres de marche rééducative. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de courir un ultra-trail pour se retrouver ou pour renaître. On a besoin juste de se mettre en mouvement et d'oser un défi qui peut nous dépasser un peu, mais qui reste juste pour nous. Voilà. Ahmed, tu peux peut-être intervenir en tant que coach sportif, toi, sur cette quête, et cette quête de la renaissance par le sport. J'imagine que tu en as des personnes qui viennent te voir et qui se sont lancées un défi dans la vie, peut-être pour rebondir par rapport à quelque chose, qui ont envie de se reconstruire à travers le sport. Qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu leur dis c'est possible en 6 mois, ou ça va prendre des années ou... Moi, quand les personnes viennent me voir pour un projet, actuellement, comme tu dis, je suis passé de l'autre côté, je reste encore sportif.
mais je suis passé de l'autre côté, j'accompagne d'autres personnes dans leurs projets, et je trouve que c'est hyper enrichissant d'accompagner d'autres personnes. Moi, je dis que tout est possible du moment qu'on ne se trompe pas d'objectif. C'est surtout ça. Je les guide dans leur objectif avec leur pathologie ou pas pathologie, ou seulement parce que dans la tête, ils ont besoin de se reconstruire. J'ai un exemple simple, c'est une personne qui a, j'irai pas en profondeur là-dessus, qui a eu un petit souci dans sa vie. Elle s'est mise à courir. Elle fait du marathon maintenant. Et dans sa vie, c'est courir. Courir. Et elle ne veut pas se blesser, ce qui fait que je la renforce musculairement pour pas qu'elle se blesse et qu'elle puisse toujours courir et le plus longtemps possible. Et je pense qu'on a tous, si je peux accompagner n'importe quelle personne sur un sport, c'est là où je prends énormément de plaisir. Là, vous avez tous entendu parler de l'Aerox. C'est le sport à la mode maintenant. Et tout le monde veut faire de l'Aerox. Et tout le monde vient... Tu peux le décrire en quelques mots ? Oui, l'Aerox, c'est 8 km de course à pied. C'est avec plusieurs exercices de portée de KB, c'est du poids, 22 kg, et on court avec cette charge. On marche vite. On fait du ski erg, c'est un appareil où on va tirer dessus comme un rameur. Il y a une partie rameur aussi. Il y a des fentes, il y a des burpees, il y a tout ça, entremêlé de course à pied d'1 kilomètre. Et les gens, je leur dis, j'essaie de les faire reconstruire en faisant du sport, mais je leur demande de trouver un objectif. Et je pense que l'objectif, et là je pense que vous allez rebondir là-dessus, si on n'a pas d'objectif au bout, ça devient difficile. Il faut toujours se mettre un objectif pour, ça ne serait-ce que 5 km ou un 10 km, prendre un dossard sur quelque chose pour avancer. Et après, il y a toute une construction pour préparer cet événement. Et quand on arrive au bout de cet événement, c'est là qu'on se sent grandir, je pense. C'est pas de la reconnaissance, c'est exactement, là on revient, c'est renaître. Et dans tout ce passage, moi qui ai fait de l'Ironman, la veille de mon Ironman à Hawaï, j'étais inquiet. Mon but, c'était de finir. Des fois, on se dit, y a beaucoup de gens qui démarrent une épreuve et qui se disent, moi, je veux juste venir. Moi, j'étais venu juste pour finir, où j'ai fait vice-champion du monde à Hawaï. Mais la veille de la course, on ne dort pas. Tous les sportifs ne dorment pas la veille de leur compétition. C'est comme ça, ça fait partie. Ce jour-là, je n'avais pas dormi de la nuit. À 2h du matin, il y a un monsieur qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, dans toutes les étapes que j'allais passer pendant la course. Et je vous assure que toutes les étapes, vous refaites toute votre vie. Et vous passez par les pleurs, la joie et tout ce que vous voulez. Et à la fin, vous finissez par de la joie parce que vous avez passé la ligne d'arrivée. Et vous vous dites, à quand le prochain ? On a 2 minutes. Oui, non, mais c'est très juste ce que tu viens de dire, Ahmed, comme ce qu'a dit Fanny sur le processus ou Jocelyne. Je pense qu'effectivement, la renaissance, elle est dans le processus. Elle peut apparaître à différentes étapes du processus. Mais ce qui me semble le nec plus ultra, si je peux me permettre cette expression, ce qu'on va retrouver dans l'ultra, parce qu'il t'amène à aller au bout de toi, à explorer des limites que tu ne pensais pas explorer, à vaincre l'invincible, comme j'aime dire, rendre possible l'impossible. C'est ça qui amène ce supplément d'âme, ce supplément d'émotion dont parlait Ahmed, parce que c'est vrai qu'on peut renaître dans une marche ou une simple course ou une simple randonnée en montagne, mais dans l'ultra, il y a cette dimension un peu mythique, un peu magique. Il y a une dimension symbolique, voire ordalique, c'est-à-dire que quelque part, on flirte un peu avec une mort symbolique, mais on veut exister, on veut se sentir vivant et on veut terminer, on veut être finisher pour pouvoir se dire je l'ai fait, et pour ce que ça représente, avec bien entendu aussi des bénéfices symboliques qu'on peut en retirer, mais qui sont variables selon les personnes par rapport à l'estime de soi, à l'image de soi. Oui, on vérifie le timing puisqu'on va vous réserver une partie pour que vous puissiez poser vos questions à tous nos invités. Troisième question, oui. Ah ben, elle est écrite en plus.
Oui, oui. Dans une société où l'immédiateté est devenue une priorité, aujourd'hui, on le voit bien. On a eu l'exemple il y a peu de temps d'Inoxtag qui, sur les réseaux sociaux, donc, a pu montrer à tout le monde, à la jeunesse en particulier, comment il avait gravi l'Everest après une petite année de préparation. Et à grand renfort d'hélicoptère aussi, je crois. Il me semble. Donc il l'a fait à marche forcée. Est-ce qu'on ne s'éloigne pas quelque part de la quête de la renaissance à travers tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux, la prédominance des réseaux sociaux dans les exploits sportifs ne vient-elle pas cacher finalement, enfin, et remplacer cette quête de soi? Jocelyne. Elle a bien révisé. Non, j'ai pas bien révisé, non. Non, en plus, franchement, je me suis dit, c'est la question, je vais passer pour la réac, la vieille réac. Mais en fait, le trail, et comme tous les domaines actuellement, en fait, peuvent pas faire abstraction de l'influence des réseaux sociaux. Et donc voilà, c'est aussi dans le trail. Après, je pense qu'il faut quand même que les gens. Je vais parler pour moi. Je trouve que c'est pas le bon objectif. C'est-à-dire que se mettre en scène sur les réseaux sociaux, participer à quelque chose uniquement pour le paraître, est quelque chose qui, moi, me dépasse, en fait. Et que je trouve que ça soit plus pour des raisons personnelles, intrinsèques, me paraît bien plus porteur que pour se montrer. Mais ça n'engage que moi. Après, ça, c'est maintenant, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se fait. Ça peut être, il n'y a pas que sur les réseaux sociaux, il y a tous ceux qui, et j'en fais partie, hein, qui mettent leur belle veste finisher pour montrer qu'ils ont fini quelque chose. Effectivement, on est tous un petit peu fiers. Après, de là à l'étaler, c'est pas du tout ma philosophie, c'est pas du tout mon genre ni mon style de vie. Je trouve que c'est une vraie question et une vaste question parce qu'on vit quand même dans une société maintenant où l'image prend de plus en plus de place. Je suis foncièrement d'accord avec ce que peut dire Jocelyne. De toute façon, je pense que sur des épreuves comme des ultra-trails, je pense qu'on a tous une motivation intrinsèque. On traverse de telles émotions, de telles difficultés, de telles tranches de vie. Je pense que personne ne triche là-dedans. On ne fait pas ça pour l'influence, pour les réseaux sociaux. Ça, c'est ma conviction et je l'espère. Je suis peut-être un peu utopiste, mais je pense que ça chamboule tellement qu'on ne peut pas le faire pour d'autres motivations que les siennes. C'est ma façon de voir les choses aussi. Pour faire un petit parallèle, par contre, avec ce qu'a fait Inoxtag, alors c'est très contestable par rapport à l'usage d'hélicoptères, à l'impact écologique, au Sherpa, à l'aspect éthique de la montagne. Ça, c'est une réalité et que je partage aussi. Par contre, par rapport au message qu'il a pu porter pour le public qui est le sien, c'est-à-dire des adolescents ou des jeunes adultes, en majorité des gamers, puisque c'est son public de jeux vidéo. Je pense que c'est très bien que le message soit venu de lui, d'autant plus pour avoir vu le film, qu'il ait eu ce raisonnement plutôt constructif et à inciter les jeunes à sortir de leur bureau, à se mettre en mouvement et à se découvrir par l'effort physique. Et je trouve que là où ce qu'il y a d'indiscutable sur ce qu'il a réalisé, c'est la préparation qu'il a menée, même si c'est qu'un an. En attendant, il l'a fait comme il faut, il a respecté la montagne, même si je nuance, hein, encore une fois, il y a des choses qui sont très discutables. Mais là, c'est peut-être l'infirmière qui parle et du fait aussi de ce que j'ai traversé avec la maladie, je vois quotidiennement la sédentarité aujourd'hui. C'est un véritable fléau. La sédentarité, elle tue, et d'autant plus chez ces jeunes-là. Donc, je trouve que voilà, il y a toujours de la nuance, malheureusement. Heureusement aussi, il y a toujours de la nuance dans des pratiques comme ça. Et je trouve qu'il y a quand même des bénéfices qui ne sont pas négligeables dans le message qu'il a pu porter, même si ça reste discutable. Moi, je vous rejoins sur
Les deux, je suis d'accord avec vous. Mais il y a une chose. Par exemple, moi, je parle de handicap. Les réseaux me permettent de correspondre avec pas mal de personnes en situation de handicap. Et à partir de là, ce que je suis capable de faire, ils se disent que c'est possible pour eux aussi. Et ça permet ça permet par rapport. Moi, j'ai commencé le sport il y a plus de 30 ans, il n'y avait pas les réseaux. Et maintenant, ça permet à d'autres personnes handicapées qui me contactent et ça me permet de leur expliquer qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles aussi. Et je me sers de ces réseaux, pas pour, pas, pas exactement pour moi, mais pour pouvoir aider d'autres personnes. Je joue là-dessus pour pouvoir aider d'autres personnes et c'est ce qui se passe actuellement sur mes réseaux. J'aide pas mal de personnes à aller se dépasser et se dépasser dans le même sens que je l'ai fait moi et leur dire que tout est possible. Moi, j'ai démarré sans savoir faire comme vous. Un jour, ben voilà, c'est une épreuve de la vie qui a fait que j'ai démarré dans le sport. Et voilà, j'essaie de leur donner la même chose et essayer de trouver une solution par rapport à leur handicap ou même d'autres personnes qui ont des handicaps invisibles et les aider à découvrir leurs limites aussi. D'accord, donc les réseaux vont servir à faire circuler l'information, mais les réseaux peuvent être remis en question aussi, on l'a dit, comme le disait Jocelyne, par rapport à la mise en scène exacerbée de soi qui va aussi pousser certains peut-être à se lancer dans des défis extrêmes sans être suffisamment préparés, mais parce qu'ils veulent pouvoir mettre le t-shirt finisher et quitte à faire n'importe quoi. N'importe quoi, ou en tout cas se blesser ou mal se préparer. On sait que dans l'ultra-trail, la dérive vers l'addiction, l'addiction est proche. On peut y tomber facilement si on n'est pas bien préparé, si on n'est pas bien accompagné, et avec les risques effectivement physiologiques qui l'accompagnent, et psychologiques. On a eu une discussion avec Jocelyne tout à l'heure, et j'ai adoré cette discussion. C'est est-ce qu'on a recherché de la reconnaissance ou se dépasser. Ma réponse a été se dépasser. Jocelyne m'a dit la même chose, se dépasser. Je pense que pour toi, c'est pareil, c'est se dépasser. La reconnaissance, tout sportif qui recherche la reconnaissance se trompe dans sa route. C'est bien ça ? Ouais. C'est une quête, une renaissance. Et là, on rebondit sur la renaissance, vraiment. Vraiment. Merci beaucoup, Ahmed. 38 exactement, pour essayer d'un petit peu de conclure, même si c'est difficile, on pourrait poursuivre le débat longtemps. Je pense que dans l'ultra-trail, et ça a été très bien dit, il y a cette quête, il y a ce dépassement, mais on est en tant que sociologue, moi je l'analyse comme un vrai laboratoire qui nous dit plein de choses sur ce qu'on est, ce que nous sommes et comment fonctionne notre société. Et c'est clair que cette quête existentielle que chacun recherche avant tout par rapport à lui-même, qui permet ce renforcement d'un sentiment d'identité, parce que l'identité, elle n'est pas facile à construire aujourd'hui, elle est extrêmement compliquée. Les repères sont fuyants, donc on recherche dans une pratique qui nous confronte à quelque chose de simple, à notre corps, à des souffrances, à des difficultés, mais aussi à des joies. On pleure sur une ultra-trail au départ, à l'arrivée, mais ça donne des repères plus consistants, comme si finalement explorer ses limites physiques venait remplacer les limites de sens. Donc il y a vraiment cette quête de sens. Première chose. Deuxième chose, c'est vraiment reprendre en main un destin qui est toujours remis en question, qui peut être fragilisé par des événements de la vie. C'est finalement tisser un fil qui relie le soi réel à un soi possible qu'on veut admirable, soit par rapport à soi-même, soit qu'on rend admirable parce que c'est une tendance de notre société et on ne peut pas la nier. Les codes ont changé par rapport aux réseaux sociaux et aux autres. On est aussi fiers de ce qu'on a fait dans le regard des autres. Et les réseaux sociaux jouent un rôle très important par rapport à ça. Enfin, je dirais que c'est une métaphore de notre époque, car l'ultra-trail permet à chaque postulant, finalement, de sortir de soi-même en allant au-delà de ses repères habituels. On se met quelque part un peu, pas en danger, c'est un grand mot, mais on se met un petit peu en dehors du confort. On est quelqu'un d'ordinaire. Moi, je me suis toujours considéré comme un coureur ordinaire, mais on va aller chercher quelque chose d'un peu extraordinaire. On sort de ses repères habituels, finalement, pour en revenir, pour renaître par rapport aux affres de la vie. Et je terminerai, puisqu'il me reste 30 secondes, en disant que
en vous citant une citation de Lamartine, je suis désolé, on est dans l'amphi Lamartine, ça s'imposait, qui dit « Le réel est étroit, le possible est immense ». Merci.